et à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine dans votre magazine économique, nous suivons les progrès de l'innovation agricole et les débuts de l'intelligence artificielle sur le continent. Mais tout de suite, voici un aperçu des grands titres de cette édition. Les startups africaines se mettent à l'heure des agriculteurs. Direction Yaoundé pour découvrir les promesses de la jeune pousse AgriTech. Quand tu places l'application sur la plante, ça te dit la maladie que la tomate a. Ça te propose également la solution. Quel produit tu peux utiliser pour soigner la maladie. Un générateur pour améliorer l'accès des populations à l'eau potable. C'est Moboti Mai, l'invention de deux jeunes ingénieurs en République du Congo. Ce que nous sommes sur le point de mettre sur le marché va utiliser une seule application. C'est-à-dire, il va directement recycler les molécules de la vapeur d'eau atmosphérique contenues dans l'air. De très jeunes enfants dans les mines artisanales d'or, une situation encouragée par le non-droit qui règne dans les pans entiers du secteur extractif africain. Nous avons constaté que les parents négligent dans les zones minières l'éducation des enfants. Ils amènent les enfants avec eux dans les mines pour les exploiter. Un smartphone dans les champs africains, c'est l'espoir de cette start-up camerounaise de Yaoundé, AgriTech. Ces solutions numériques basées sur des algorithmes d'apprentissage automatique vont de la recherche de financement à l'assurance et à l'accès au marché, sans oublier le conseil technique agricole. Notre correspondant au Cameroun, Aboubakar Sidik Mounchili, a suivi le travail de cette start-up dans le montage de projets et le traitement des cultures. Regardez. Un smartphone en main au milieu d'un champ comme celui-ci que tient cet agriculteur camerounais dans son champ de tomates, ce n'est pas un effet de mode, ni un simple jouet sans lien avec sa production. Il s'en sert pour utiliser l'application qu'il a installée pour scanner les plantes. La vidéo enregistrée et automatiquement analysée et toutes les informations utiles qu'il souhaite avoir lui sont fournies. Quand tu places l'application sur la plante, ça te dit la maladie que la tomate a. Ça te propose également la solution. Quel produit tu peux utiliser pour soigner la maladie. De nombreux paysans africains expérimentent actuellement la révolution numérique qui s'est emparée du secteur agricole avec, à la clé, de nombreuses innovations porteuses pour l'agriculture du continent. Depuis des années que je travaille, je n'avais jamais eu une réussite pareille. Grâce à AgriTech, ces derniers moments-ci, je sens que ça doit aller. C'est un outil donc précieux pour Jean Ramos Okudjour et son vaste champ d'une superficie de 3 hectares dans la région du centre Cameroun. La tomate est très recherchée et se vend à un bon prix sur le marché ces derniers temps. Il est certain, dit-il, de faire une bonne production. Les premiers sont déjà presque en maturité. Là où nous sommes présentement, c'est la 7e semaine. Après le piquage. Il y a d'autres de l'autre côté là qui sont peut-être à 1 semaine, d'autres sont à 2 semaines. On évolue au fur et à mesure. Je fais dans l'agriculture, dans le maraîcher depuis presque 10 ans. Bon, ces derniers moments, j'ai connu AgriTech. AgriTech, c'était une application qui permettait aux agriculteurs de détecter les maladies des plantes. Cette application fonctionne offline et en langue nationale camerounaise, donc l'agriculteur qui l'utilise n'a pas besoin d'être là où il y a une connexion Internet. Il peut l'utiliser en sa langue maternelle. Outre cette application, nous avons pu développer d'autres applications. Par exemple, on a une application qui permet à nos agents de terrain de faire l'étude des risques agricoles dès le départ du projet. AgriTech est une idée originale de ces jeunes Camerounais, une start-up de technologie agricole conduite par ce jeune ingénieur télécom à la base, un pur produit de la diaspora africaine qui, après des études en Allemagne, a pensé qu'il serait plus utile à son continent et son Cameroun natal que partout ailleurs. L'idée d'AgriTech m'est venue en 2018 lorsque j'étais en train de terminer mes études en administration des affaires en Allemagne. Et il s'agissait de pouvoir apporter aux agriculteurs la possibilité
de pouvoir mener des projets agricoles rentables qui pourraient leur permettre de subvenir à leurs besoins. Déjà, j'avais eu dans le passé une petite expérience en agriculture en 2015 qui ne s'était pas bien passée. Et j'avais compris que ces agriculteurs sont vraiment exposés à de nombreuses difficultés. Ces nombreuses difficultés, la plateforme AgriStech autour de laquelle s'active quotidiennement ce jeune, au profil varié, dans ce bureau en plein cœur de Yaoundé, tente d'y apporter des solutions. D'autres sont sur le terrain à travers les régions du Cameroun, où cette jeune structure met ses activités en attendant de mettre peut-être le cap sur les autres pays du continent. Nous avons constaté que les agriculteurs africains et camerounais en particulier ont trois principaux problèmes pour pouvoir faire de cette activité une activité où ils s'épanouissent. Le premier problème, c'est l'accès au financement. Le deuxième problème, c'est l'accès aux technologies, aux nouvelles technologies en matière d'agriculture qui veut leur permettre d'augmenter leur rendement. Et le troisième problème, c'est l'accès au marché. Ce que nous faisons donc, c'est que nous fournissons à ces agriculteurs-là un moyen d'avoir accès aux technologies de l'agriculture, aux nouvelles technologies de l'agriculture et aux services financiers. Quand on a un agriculteur qui a un projet agricole, l'agent descend avec l'application sur le terrain. Il note toutes les informations à propos du projet. Par exemple, le précédent cultural, le lieu où se trouve, il mesure le terrain, il fait les tests de sol, le NPK, le pH et autres. Dès qu'il met ça dans l'application, les agents, ils cliquent sur sauvegarder. Les agents qui sont ici au bureau reçoivent les informations directement sur la plateforme. Et là, si le projet est viable, notre plateforme génère automatiquement un business plan et un certificat qui permet à l'agriculteur d'obtenir un microcrédit chez nos partenaires financiers. Une fois que le microcrédit est donné à l'agriculteur, nous commençons à suivre son projet, c'est-à-dire chaque semaine, l'agriculteur a droit à un appel sur son projet. Un appel ayant suivi sur le terrain jusqu'à la récolte et même l'écoulement sur le marché en passant par la fourniture des semences de qualité et des instruments recommandés. C'est ce que promettent les responsables de AgriStech. La jeune société revendique plus de 3000 agriculteurs déjà sur sa base de données, comme Jean Ramo, Sokojo, spécialisé dans la culture des tomates ou d'autres produits, tout aussi prisés sur le marché camerounais et même au-delà. Un chiffre sans cesse croissant et de quoi faire dire à ce jeune Camerounais et l'ensemble de son équipe qu'ils ont eu raison de s'investir dans ce créneau porteur, aujourd'hui de solutions numériques et innovantes dans l'agriculture sur le continent africain. Reste l'épineux problème du soutien financier de la part des investisseurs à résoudre et surtout pour les agriculteurs eux-mêmes dans les zones rurales, l'accès aux smartphones dont le coût reste encore très élevé en Afrique. Et nous restons dans l'innovation avec l'intelligence artificielle qui arrive progressivement en Afrique. Plusieurs accords récents montrent que le continent n'entend pas se laisser distancer dans cette course technologique. C'est ainsi qu'au Cameroun, la société ST Digital à laquelle on doit la création d'un iCloud africain en 2023 vient d'annoncer une nouvelle offre. Il s'agit d'un service d'hébergement dédié aux entreprises et chercheurs spécialisés dans l'apprentissage profond, l'analyse de données massives et le traitement du langage naturel. Pendant ce temps, au Nigeria, Microsoft vient d'annoncer un investissement d'1 million de dollars sur 2 ans pour soutenir le développement de l'intelligence artificielle. Des importations de produits dérivés de café de 50 milliards de dollars, mais des exportations de café de seulement 3 milliards. C'est un ratio inquiétant mis en lumière lors du récent sommet du café africain G25. Le continent qui comptait encore pour 25% de la production mondiale de café dans les années 60 a vu sa part se réduire considérablement ces dernières années. Elle n'est plus que de 11% aujourd'hui. Ministres et experts ont profité du sommet pour tirer la sonnette d'alarme. Ils
Ils ont appelé dans leur résolution à remonter fortement ce ratio. Ils voudraient le voir atteindre à 20% d'ici 2030. Les nations productrices de café veulent également augmenter la part de commerce intra-africain pour la voir passer de 15 à 50%. En République du Congo, l'accès à l'eau potable demeure un défi pour le plus grand nombre. Les expéditions quotidiennes d'habitants équipés de bidons, cuvettes et seaux sont un spectacle fréquent, aussi bien dans les villages que dans certaines grandes villes. Face à ce constat, deux ingénieurs congolais, Yannick Mumba et Landry Ndinga, ont conçu un générateur d'eau qui transforme l'air ambiant en eau potable. Notre correspondant à Pointe-Noire, Brice Kinou, a suivi cette innovation technologique porteuse d'espoir pour de nombreuses communautés. Regardez. À Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, comme dans les autres villes du pays, l'eau ne coule pas régulièrement dans les quelques rares robinets de la Société nationale d'eau, la Congolaise des eaux, qui sont présents dans seulement quelques maisons. Les forages privés sont alors souvent pris d'assaut par la population en quête d'eau potable. Cela fait des semaines et parfois des mois aussi. Dans nos robinets, l'eau ne coule pas. Et je ne suis pas le seul. On est nombreux dans ce quartier. Et on a d'autres qui sont peut-être proches des forages. Et pour nous qui est parfois loin des forages, on est obligé de prendre ces distances-là à pied pour aller puiser de l'eau dans des forages. Pour résoudre ce problème d'accès à l'eau potable de façon écologique, Yannick Mbumba et Landry Ndinga, deux jeunes chercheurs et concepteurs congolais, se sont associés pour créer le générateur d'eau Moboti Mayi, qui fonctionne à la fois avec le courant domestique, le groupe électrogène et l'énergie solaire. Moboti, de son invention, utilise deux applications, dont l'une qui a besoin de partir d'une quantité d'eau pour produire encore plus. Et la deuxième, où nous n'avons pas besoin d'une quantité d'eau, mais qui produit directement sans avoir besoin d'une autre quantité d'eau au départ. Et ce que nous sommes sur le point de mettre sur le marché va utiliser une seule application. C'est-à-dire, il va directement recycler les molécules de la vapeur d'eau atmosphérique contenues dans l'air, qu'il va reprendre pour nous les restituer à une vitesse exponentielle. Landry Ndinga, co-inventeur de Moboti Mayi, se veut rassurant par rapport à la qualité d'eau produite par leur générateur d'eau, malgré le niveau élevé de la pollution atmosphérique dans les grandes villes. Nous avons les résultats du bulletin d'analyse physico-chimique et aussi le bulletin d'analyse biochimique. Et donc, le résultat, c'est que l'eau produite par notre générateur est conforme aux normes de potabilité de l'OMS. Le secrétaire général de l'Association congolaise des inventeurs et innovateurs, Rossi Kadel Nziloulou, ne cache pas ses impressions par rapport au générateur d'eau Moboti Mayi qui a été breveté en 2018 par l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Mes impressions à l'heure où on parle de l'écologie, à l'heure où on parle de l'énergie, à l'heure où on parle des ressources naturelles, il faut dire que l'invention de M. Yannick est une invention qui est la bienvenue ou qui était la bienvenue dès lors qu'elle a été inventée. La capacité de production actuelle du générateur d'eau Moboti Mayi est de 12 litres par jour, mais Yannick et Landry comptent bien agir sur des paramètres pour accroître la vitesse de production ainsi que la quantité d'eau. Pour atteindre leurs objectifs, ils n'hésitent pas à solliciter des partenaires techniques et financiers. Si nos gouvernements peuvent nous faire confiance, et les investisseurs aussi, s'ils peuvent accepter de se lancer, je pense, je suis même sûr que nous allons parvenir à de grandes réalisations.
Le secrétaire général de l'Association congolaise des inventeurs et innovateurs appuie cet appel à l'endroit des investisseurs qui n'encouragent pas encore assez des inventions et innovations dans le pays. Le mot que je pourrais adresser aux investisseurs, de prendre le risque, le courage de s'engager à soutenir les inventeurs et les innovateurs afin que, évidemment, notre environnement, notre communauté, mais aussi notre Afrique puisse se développer. Pourquoi pas partager ces biens avec d'autres continents? Selon une récente étude de la Banque mondiale, les taux d'accès à l'eau potable en République du Congo, où plus de la moitié de la population vit sous le seuil international d'extrême pauvreté, ne sont pas à la hauteur du potentiel hydraulique du pays. Une version améliorée du générateur d'eau Muboti-Mayi, financé à fonds propres jusqu'à présent par les deux ingénieurs, pourrait à la longue résoudre le problème d'accessibilité à l'eau potable, non seulement au Congo-Brazzaville, mais aussi partout ailleurs en Afrique, y compris le désert. Envie de faire rayonner votre entreprise en Afrique et en Europe? Augmentez votre visibilité avec Fréquence Business grâce à notre réseau de chaînes de télévision nationales dans plus de 40 pays. Chaque semaine, plus d'une centaine de diffusions à travers l'Afrique, l'océan Indien et l'Europe. Ne manquez pas cette opportunité unique. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès maintenant. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Les retombées du gel des opérations de l'aide américaine continuent de se faire rudement sentir dans le monde entier, particulièrement en Afrique. Plusieurs grandes compagnies américaines privées spécialisées dans le développement ont fait appel à la justice aux États-Unis pour le décaissement des fonds liés à leur contrat avec l'agence publique USAID. Sur le continent, la situation a des répercussions graves sur les ONG locales qui doivent licencier leur personnel et ne peuvent plus assurer des services sanitaires essentiels comme la prévention et la lutte contre le VIH. Et pendant ce temps, au Zimbabwe, les difficultés se poursuivent pour le ZiG, la nouvelle devise du pays depuis avril dernier. Elle concerne 30% des transactions, mais la population a conservé une préférence pour le dollar jugé plus stable. Il faut dire que le ZiG a perdu 95% de sa valeur depuis ses débuts sur fond d'hyperinflation. C'est dans ce contexte que la Banque centrale a demandé aux sociétés d'utiliser le ZiG pour leur cotation à la bourse ainsi que pour leurs rapports financiers. La mesure qui devrait forcer les sociétés à modifier leurs règles de comptabilité tout en augmentant le coût des affaires inquiète fortement les milieux économiques. Le mois dernier, la République démocratique du Congo a annoncé suspendre pour 3 à 4 mois ses exportations de cobalt. La décision s'explique par un abondant surplus. Le Congo produit les 3/4 du cobalt mondial, mais une exploitation excessive et des exportations de contrebande ont conduit à un effondrement des prix. Ils ont reculé de 75% depuis 2022, alors même que le minerai est devenu incontournable dans la production des batteries de véhicules électriques. La suspension s'applique également aux mines artisanales. En revanche, les mines de cuivre, dont le Congo est le deuxième producteur mondial, pourront continuer à exporter. Et pour toucher du doigt les conséquences de la fragilité structurelle du secteur minier africain, je vous propose maintenant de nous rendre en Guinée, le 5e producteur d'or du continent pour ce dernier reportage. Sur place, la ruée vers l'or entraîne toute une population précaire à s'essayer à l'orpaillage. Mais derrière cette fièvre de l'or, on trouve aussi des enfants qui sacrifient leur éducation pour des pioches et des pelles. Certaines ONG locales se battent pour changer la situation. C'est un reportage de Sayon Kourouma dans la région de Sigiri, au nord-est de la Guinée. Aux abords de cette mine d'or, une scène surréaliste. Un petit garçon à peine âgé de 4 ans pioche aux côtés des adultes.
Mais comment fais-tu pour être si fort? Il faut rentrer chez toi. Le vieux, comme il est surnommé, n'a jamais fréquenté un chemin de l'école. Tout au long de la journée, il travaille aux côtés de sa mère, espérant trouver de l'or pour améliorer leurs conditions de vie. Malheureusement, après une journée entière de labeur, ils n'ont pas extrait plus d'un décigramme d'or. Si vous revendez ce décigramme, ça vous rapporte combien? Un décigramme, ça nous donne 4 €. Une fois la nuit tombée, et à la lueur des torches, le vieux et sa mère vendent leur maigre récolte d'or pour se procurer de quoi manger. Cette triste réalité n'est pas unique. Dans ces régions minières de Siguiri, dans le nord-est de la Guinée, beaucoup d'enfants vivent les mêmes réalités. Selon l'ONU en Guinée, 68% des enfants travaillent dès l'âge de 7 ans. Un grand nombre d'entre eux abandonnent généralement l'école pour rejoindre les mines, où ils sont exposés à des conditions dangereuses pour leur santé et leur sécurité. Leurs mains fragiles manient des outils lourds et leurs rêves d'avenir s'estompent dans la poussière des mines. Pourtant, certains enfants, comme Sira, aspirent toujours à l'éducation. Je veux vraiment aller à l'école, car cette mine est très éphémère. En plongeant dans la réalité des mines, nous avons échangé avec ce responsable de l'exploitation artisanale. Ici, malgré la volonté de lutter contre l'exploitation des enfants, les défis restent complexes. La complexité de la situation et la précarité des familles entravent la mise en place de mesures efficaces. Beaucoup d'enfants viennent dans les mines. Interdire la présence des enfants pourrait causer des problèmes. Les chefs des mines artisanales ne souhaitent pas voir de jeunes enfants travailler ainsi, mais nous n'avons pas le choix. L'exploitation des enfants pose un dilemme pour certaines familles. Pour cette dame, malheureusement, l'éducation n'a toujours pas conduit à une meilleure vie pour les aînés de ses enfants. Certains d'entre eux, ayant achevé leur scolarité, se retrouvent sans emploi, ce qui a conduit sa famille à compter sur les mines et sur les frêles épaules de ses progénitures pour survivre. Nous vivons des mines. Si nous empêchons nos enfants de travailler dans les mines et qu'ils ne trouvent pas d'emploi après l'école, à quoi servent les études? Malgré la sombre réalité des mines, une lueur d'espoir émane d'une organisation non gouvernementale déterminée à apporter un changement significatif. Nous avons constaté que les parents négligent dans les zones minières l'éducation des enfants. Ils amènent les enfants avec eux dans les mines pour les exploiter d'une certaine manière. Donc pendant les périodes scolaires, les enfants doivent partir soit à l'école ou bien dans les centres de formation pour préparer leur avenir. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous avons suivi ce jour-là cette équipe alors qu'elle se rend dans les villages avoisinants pour sensibiliser les parents sur l'importance de l'éducation. Ayez pitié de ces enfants. Commencez à les envoyer à l'école ou donnez-leur un métier. L'or n'est pas éternel, parce qu'au moment où vous serez fatigué, eux pourront vous prendre en charge. Nous sommes là pour vous transmettre ce message. Selon l'ONG Humanium qui se bat pour les droits des enfants, seulement la moitié des enfants guinéens accèdent à l'enseignement secondaire, tandis que 73% d'entre eux sont engagés dans un travail avant même d'atteindre la majorité légale. Et les filles représentent la majorité écrasante de ces cas. Ces statistiques soulignent la nécessité d'une action concertée pour changer la trajectoire de ces jeunes filles et leur offrir des perspectives plus prometteuses. Et voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Nous recevrons la dessinatrice de BD Annick Kangong. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site web africaonair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.